L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de Connecter, un podcast dans lequel j'explore avec vous les relations sous toutes leurs formes, que ce soit la relation à soi-même, aux autres, et je vous donne des outils de mise en ressources qui vont vous permettre de renforcer, d'améliorer et même transformer votre univers relationnel. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce podcast Maître Anne-Marie Boudard, une consoeur belge venue spécialement en Suisse pour une formation. Et donc, j'en ai profité pour aller à sa rencontre. C'était d'ailleurs la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Partager cet épisode avec elle, durant lequel on a pu échanger sur nos convictions communes, sur l'évolution du métier d'avocat. Parce que pour moi, Anne-Marie, elle représente véritablement l'avocat 2.0, c'est-à-dire un professionnel du droit, avec des compétences techniques pointues, mais pas seulement. Elle montre aujourd'hui la nécessité de se former à d'autres disciplines. D'ailleurs, Anne-Marie est formée à la gestion des conflits, que ce soit comme médiatrice, négociatrice ou avocate de droit collaboratif. Et pas seulement, elle est également formée en thérapie systémique, en neurosciences, PNL, thérapie brève. Bref, elle a vraiment décidé d'inscrire son parcours dans la multidisciplinarité, ce qui lui permet d'accompagner ses clients de manière globale. Et durant cet épisode, elle va vous parler de ce parcours, des choix aussi qu'elle a faits, qui peuvent être osés en tant qu'avocate, des défis relationnels, que ce soit à titre personnel, mais également professionnel, parce que ce n'est jamais simple de porter un mouvement comme le droit collaboratif. Je l'ai également vécu et expérimenté ici en Suisse. Et elle vous donne également des outils qu'elle utilise avec ses clients dans le cadre des accompagnements qu'elle fait, des outils de mise en perspective. Ça a vraiment été un épisode riche et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, que ce soit sur les réseaux ou de m'envoyer un mail. Je serai vraiment ravie. Et en attendant, je vous laisse découvrir ce bel épisode avec Anne-Marie Boudard. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sandrine. Écoute, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. La Belgique qui se déplace en Suisse. Ah mais oui, et la Suisse qui invite la Belgique. Exactement, et pour une merveilleuse formation, pour rencontrer les avocats collaboratifs. Ah oui, ça va vraiment être l'art de connecter. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu serais d'accord de te présenter sous la forme d'une métaphore ? Alors oui, ce que je vais te proposer, c'est deux métaphores qui sont pour moi très importantes. La première, c'est la métaphore du puzzle. Parce que je trouve que la vie, c'est comme un puzzle, on vit des pièces séparées. Parfois, on ne voit pas tout de suite comment ça va se mettre. Et puis tout d'un coup, ça se met ensemble et on se dit, voilà, en fait, ça, c'est le sens que ça devait avoir. Et je trouve que la vie ressemble fort à un puzzle. Et j'aime aussi beaucoup assembler des choses de différents horizons. Et puis, il y avait une autre image aussi qui me parle beaucoup, c'est celle du caméléon. J'aime beaucoup cette capacité d'adaptabilité. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et aussi les couleurs, en fait. Je trouve que quand on voit comment il arrive à se mettre dans plusieurs milieux avec des couleurs incroyables, je me dis waouh. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le puzzle, parce qu'on en discutait ensemble, que j'ai dit que notre vie, parfois c'est différentes pièces du puzzle qu'il faut essayer de faire vivre ensemble et qu'on évolue en fait tout le temps par rapport à ce puzzle. Oui, et que parfois on ne comprend pas. Tout de suite, quand on vit le moment, on se dit, même dans les difficultés, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Après, quand on revoit les choses, comment ça se met, on se dit, oui, évidemment, ça devait arriver comme ça, en fait. Ou comme tu dis, il y a la pièce du puzzle qui tombe. Quand tout d'un coup, tu découvres quelque chose, une évolution de toi, et puis ça commence à faire un sens. Tout à fait. Voilà, ça donne du sens. Et puis, je trouve que le puzzle, c'est très positif. Ça permet de reconstruire aussi, tu vois, à un moment donné. De redonner un autre sens, de recadrer les choses, de les voir différemment.
Puis si on fait un lien justement avec ce parcours, parce que tu as un parcours qu'on peut peut-être dire atypique, en tout cas avocate, mais aussi plein d'autres pièces du puzzle. Quels ont été pour toi ces éléments marquants en fait de ce parcours que tu as mené et que tu mènes toujours aujourd'hui? Les éléments marquants, mais je dirais déjà, j'ai une enfance un peu cabossée. Mais en fait, ça m'a apporté beaucoup de force, en fait. Au niveau des études, par exemple, donc au départ, je voulais faire en fait la psycho. Et puis, je me suis retrouvée en droit, voilà, un peu par la force des choses. Et j'ai tout le temps essayé de relier les deux, en fait, de tracer des lignes entre les disciplines. Et puis après, avec d'autres disciplines, voilà. Donc, j'aime beaucoup la pluridisciplinarité. Moi, ça me parle beaucoup, en fait. Tous les enseignements de plein d'autres horizons qui viennent, en fait, enrichir notre pratique. Tu vois, que ce soit l'enseignement, enfin, tous les enseignements psy, mais aussi sociologiques, historiques, philosophiques. Tout ça vient enrichir, en fait, notre pratique, voilà, vraiment, c'est quelque chose. C'est un peu, tu vois, comme le caméléon qui va déployer toutes les couleurs et être adaptatif. Je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, marque beaucoup ma manière de travailler. Et justement, comment ça se concrétise aujourd'hui dans ton quotidien de rallier psychologie, droit, enfin, à quoi ça ressemble? Eh bien, à quoi ça ressemble, c'est que justement, à la fois, je suis formée en droit et à la fois dans plein d'autres horizons, puisque j'ai des formations en thérapie, j'ai fait des formations évidemment en communication non violente, ou des formations en communication, en négociation, mais aussi neurosciences, psychodrame, programmation neurolinguistique, etc. Donc, il y a vraiment, là, tout récemment, j'ai fait l'hypnose aussi. Donc, c'est tous des outils, je trouve, qui sont très importants aussi. D'abord pour nous ouvrir, en fait, mais aussi pour comprendre, en fait, la personne qui vient, enfin, qui pousse la porte de mon cabinet, en fait. Ça m'aide, en fait, à vraiment comprendre et à déployer une autre manière d'accueillir, en fait, les personnes, d'être beaucoup plus dans la compréhension, l'écoute, la compréhension, pour pouvoir travailler avec qui elle est, en fait. Parce que ta pratique aujourd'hui, donc en tant qu'avocate, comment tu la définis? Mais je la définis, ce serait une pratique holistique, on va dire, c'est un peu un terme, mais c'est vraiment ça, c'est que je la définirais où je prends en considération tous les éléments qui sont importants pour la personne, en fait. Pas peut-être uniquement les éléments juridiques, parce que souvent, en fait, quand il y a une difficulté, c'est pas tant la difficulté qui pose problème ou même la solution juridique qui va être donnée, c'est en fait tout ce que ça représente pour la personne. Et tous ces enseignements pluridisciplinaires m'ont appris, en fait, à aller voir justement ce que ça représente pour la personne, pour pouvoir justement mieux l'écouter, mieux la comprendre et mieux travailler avec elle, en fait. Donc, on revient vraiment aussi sur ce que moi j'ai voulu montrer aussi au travers de ces accompagnements du podcast, la différence entre une position, un besoin, d'aller vraiment chercher ce qu'il y a derrière les mots, derrière les positions affichées. C'est ça, tout à fait, et de prendre la personne dans sa globalité, en fait. Parce que souvent, en tant que juriste, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai été formée, c'est problème, solution juridique, en fait. Alors que la solution juridique, on va peut-être la plaquer sur une situation, mais qui ne va pas du tout convenir à la personne. Et donc, moi ça m'a beaucoup enrichie justement de m'autoriser à poser d'autres questions en tant qu'avocat, et surtout aussi de voir le résultat vis-à-vis des personnes, en fait. Voilà, c'est très enrichissant et c'est vraiment chaque fois une rencontre humaine, en fait, avant tout. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore, donc toi, tu es très impliquée dans tout ce qui est justement les modèles alternatifs à la justice. Et quels sont finalement les grands défis aujourd'hui pour pouvoir continuer à promouvoir tous ces domaines à côté justement de ce, on va dire, carcan juridique parfois qui semble avoir des difficultés à cohabiter avec d'autres manières de fonctionner? Mais les grands défis, pour moi, il y en a plusieurs. Le premier, c'est par rapport à l'enseignement, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en tout cas en Belgique, on est formé sur l'argumentation et l'analyse. Or, l'argumentation, on est dans le pour, le contre, on est un peu dans des positions binaires. Or, le monde, en fait, il n'est pas binaire, et la difficulté dans les conflits, c'est que quand on fonctionne en mode argumentation, on va fragiliser le relationnel. Parce que quand on argumente, qu'est-ce qu'on dit à l'autre? C'est ma position est bien meilleure, ta position est moins bonne, on essaye de balayer au maximum son point de vue, et ça crée des dégâts, en fait, relationnels très importants.
Et donc, c'est un premier défi pour moi, ce serait de revoir d'urgence, en fait, l'enseignement aussi sur le fait de l'analyse. En fait, on est formé sur l'analyse. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut reprendre? On m'a jamais dit dans tout mon parcours d'enseignement ou à l'université, on m'a jamais dit, tiens, le moment créatif, il est hyper important et il doit intervenir dans toute réflexion. Jamais, on m'a appris ça. Or, c'est vraiment quelque chose d'indispensable parce que ça nous permet, dans ce moment de créativité, de pouvoir ouvrir en fait d'autres pistes et pas de se fermer en fait, comme on a l'habitude de faire en droit, d'essayer de fermer en fait et de n'avoir qu'une seule position. Après, il y a aussi le défi pour moi des professionnels du droit de se déprogrammer en fait du problème-solution et d'arriver, comme Einstein disait, si je veux résoudre un problème, je vais passer 55 minutes sur le problème et 5 minutes sur la solution. Et je pense que ça, c'est le grand défi aussi des professionnels du droit. Ouais, comme tu dis, vraiment de casser certaines manières de fonctionner qui commencent très vite, tout de suite à l'université. On voit que les futurs juristes sont déjà formatés à être en mode solution et c'est un peu blanc ou noir en fait. Un super gagnant, un super perdant. Et finalement, on alimente un système qui tient pas compte de tout ce qui est essentiel ou ce qui devrait permettre de trouver une solution un peu win-win. Oui, et de tout ce qui est nuancé aussi, en fait. On perd, finalement, l'essence du débat parce qu'on est dans une position noir-blanc, en fait, alors qu'en fait, entre le noir et le blanc, il y a 59 nuances, ou plutôt 59 000 nuances, en fait, à découvrir. Quand je te dis l'art de connecter, ça évoque quoi chez toi? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, l'art de connecter entre les pièces du puzzle, tu vois. Mais l'art de connecter, moi, ça évoque l'art de connecter d'abord avec soi. Je pense que dans le monde actuel, c'est un vrai défi de rester connecté à soi et à ce qui a du sens pour nous, à nos valeurs, à ce dont on a besoin, à ce qui est important. Puis l'art de connecter à l'autre aussi, parce que aussi, je pense que c'est un vrai défi de notre société d'être connecté à l'autre, c'est-à-dire de pouvoir l'écouter en mettant ses lunettes et en abandonnant les nôtres, en fait. Vraiment d'aller dans son monde, de se connecter à son monde. Et puis, une troisième dimension, pour moi, c'est l'art de connecter avec le monde. Si on arrive à faire quelque chose, nous, sur notre chemin, souvent, c'est parce qu'on emprunte le chemin des autres. Parce qu'on est connecté, en fait, à ses connaissances, au savoir, à tout ce que les autres ont développé avant nous. Vraiment cette connexion à 3 niveaux, en fait, chez toi, à soi, aux autres et à tout ce qui nous entoure. Voilà. Il y a quelque chose de moins palpable, mais qui est vraiment là. Oui, tout à fait. Puis ton art à toi, de te connecter, comment tu le définirais? Je fais souvent une petite météo intérieure, tu vois, plusieurs fois par jour. Et je me demande, tiens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'en pense. Je vais visiter mes dimensions. Ça, c'est pour moi l'art de reconnecter. Et donc, justement, depuis que j'ai fait toutes ces formations, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par jour et que je trouve vraiment indispensable. Je ne peux plus m'en passer, en fait. Oui, donc vraiment de prendre du temps pour dire, voilà, là, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me dit, est-ce que j'y vais pas, ou ça te permet aussi d'avoir une forme de boussole pour te mettre en mouvement? Oui, ça me permet aussi, par exemple, de faire des sas. Quand je vais recevoir, par exemple, des personnes, je fais souvent ça pour justement me réapproprier ce qui m'appartient et pas projeter aussi vis-à-vis de la personne des difficultés que j'aurais ou autres. Ça permet de faire un sas. Et puis, ça permet, je trouve, d'être dans toutes mes dimensions. Parce que souvent, on parle du mental et on dit oui, mais le mental, il nous emmène, etc. Moi, en fait, je trouve que le mental, il faut s'en faire l'allié. On a 3 dimensions. On a la dimension émotionnelle, la dimension physique, la dimension mentale. Et je trouve que c'est chouette de les connecter. Oui. Pour moi, c'est vraiment, il ne faut pas mettre le mental de côté. Il est vraiment utile aussi et c'est aussi notre petite sentinelle. En fait, il faut travailler avec, en fait. Bien sûr, oui. On a un peu 2 écoles. Le mental qui alimente le mental ou alors on lâche complètement le mental et je te rejoins, en fait, qu'il faut trouver la bonne distance entre les deux, quoi. Tu as fait ta roue relationnelle comme tous les invités du podcast. Oui. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette roue? Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça? Ce que j'avais envie de partager, mais déjà, tu vois, j'ai fait plusieurs roues. C'était d'où je viens. C'est ce que je vois, d'où je viens. Là, c'est une toute petite roue qui est assez déséquilibrée. Et toute petite. Et puis, c'est là où, en fait, toutes les rencontres, les enseignements marquants de ma vie m'ont permis d'ouvrir, en fait, en amplitude.
Ce qui est intéressant, enfin, je me permets de voir, c'est que tu avais vraiment ces personnes inspirantes qui ont permis d'agrandir cette roue, en fait. Enfin, c'est très marquant par rapport à ta roue, qu'il y avait déjà ces personnes inspirantes, elles sont toujours là, mais ça a permis de déployer tout le reste. Oui, moi je trouve qu'il y a énormément de personnes qui sont inspirantes depuis toujours, même quand voilà, sur les autres aspects c'était plus petit. J'ai toujours eu des personnes inspirantes et je vais dire aussi des tuteurs de résilience. En fait. Puis quelles sont finalement tes prises de conscience? Il y a le avant, le après, puis dans le aujourd'hui, c'est OK, cette roue, elle te convient. Qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion? Ce qui m'a amené comme réflexion, c'était de me dire que j'avais sans doute encore du travail dans le oser dire non, même quand il s'agit de beaux projets, mais la journée n'a jamais que 24 heures. Oui. Et donc, voilà, parfois il y a des périodes qui sont trop chargées, donc je me dis en fait je devrais pouvoir encore dire non dans plus de situations pour me préserver justement et garder l'énergie, parce que quand il y a des périodes trop chargées, ben on décharge aussi fort son énergie. Bien sûr, oui. Et puis je me suis permis de mettre aussi au lieu de la maîtrise émotionnelle, j'avais mis la régulation émotionnelle. Que j'aime beaucoup, j'ai vu. Parce que en fait, c'est aussi un de mes défis. C'est-à-dire de ne pas être dans la maîtrise. Je pense qu'au début, j'essaie de maîtriser un peu mes émotions, de les mettre sous le tapis, vraiment de les réduire. Mais petit à petit, justement, tous ces enseignements, ils m'ont appris à réguler les émotions, c'est-à-dire à pouvoir les faire venir sans n'être qu'une émotion et sans les mettre sous le tapis, en fait. Donc, à trouver cet équilibre dans comment on les régule, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, en fait, ces émotions, pourquoi elles sont là, toutes les bonnes raisons pour lesquelles elles sont là. C'est intéressant parce que j'avais choisi ce terme parce qu'en accompagnant des personnes qui sont dans la surmaîtrise, effectivement, ça cache autre chose. En fait, ça cache un manque d'estime ou ça cache de la fragilité, de l'insécurité. Et puis finalement, on laisse pas la place à ces émotions. On dit toujours d'être dans l'extrême partout, c'est pas bon, puis d'être dans la suradaptation toujours, ça va pas non plus. Oui, tout à fait. Et donc, je trouve que c'est un défi, hein, la régulation émotionnelle. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre aussi dans la vie, c'est lâcher le contrôle. Donc, c'est pour ça que le terme maîtrise, je me suis dit, ça ne traduit pas tout à fait... ce que tu voulais dire par rapport à cette gestion en fait, des émotions. Oui. Et ce que j'aime bien avec cette roue, c'est que ça nous positionne aussi de dire, bon, est-ce que tu l'as dit, hein, c'est toujours difficile de dire non, jusqu'où je suis capable de m'exprimer, de dire ce que je ressens vraiment, est-ce que j'ai des outils pour le faire, et puis est-ce que finalement je sais aussi me préserver, je suis pas dans ce qu'on appelle des schémas de complaisance, hein, de dire ben voilà on reste. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de milieux dans lesquels j'interviens, il y a beaucoup de complaisance, c'est-à-dire que les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent, on n'ose pas dire non, on est complaisant, puis finalement c'est pas satisfaisant dans le relationnel. Tout à fait, parce que je pense que justement une vraie relation, c'est la possibilité justement de pouvoir dire non, de pouvoir dire ce qui ne va pas, de pouvoir être vrai tout simplement en fait et authentique. Et d'ailleurs, je pense que dans l'exercice de notre métier, quand on parle d'outils justement, si on utilise les outils sans être authentique, ça ne fonctionne pas forcément parce que on n'entre pas en connexion en fait avec l'autre. Et pour moi, c'est vraiment un point très important en fait que dans une vraie relation, en tout cas, on puisse dire non. Après, c'est comme on dit non, évidemment, c'est sûr. Qu'on puisse, en tout cas, ne pas faire preuve de complaisance, comme tu dis. Oui, je pense que c'est un grand sujet parce que plus il y a de la complaisance, plus il y a parfois de l'insécurité aussi dans la relation. Dans le milieu du travail aussi, il y a beaucoup de complaisance. Dans l'accompagnement, parce que finalement, si on dit quelque chose, on prend le risque de perdre le client. Et je trouve parfois que c'est compliqué de soi-même s'y retrouver et que ça vient justement sur l'ancrage personnel, de dire, voilà, je prends sur moi de dire non, je prends sur moi de dire ce que j'ai envie d'exprimer, même si ça va pas forcément plaire ou que ça peut avoir un impact sur le relationnel. Oui, et ça s'apprend aussi, parce que je pense, en fait, c'est dans la manière dont on le dit, en fait. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que quand je me dis, je vais dire non, je prépare aussi cette manière de le dire qui puisse être entendable, en fait, aussi pour l'autre. Tout à fait, oui. Parce que dans la complaisance, c'est parce qu'on a peur aussi que ce ne soit pas entendable pour l'autre. Donc, je pense que c'est là où on doit travailler, c'est un véritable travail, c'est non pas de ne pas se permettre de le dire, mais de voir comment on va le dire en connaissant l'autre et en justement pouvoir lui dire d'une manière qui soit acceptable.
Et dans ce quotidien que tu as aujourd'hui, donc on voit qui est très axé sur le relationnel, l'humain, à quoi il ressemble ton quotidien? Si on devait voir une journée type d'Anne-Marie, elle est comment cette journée? Ça ressemble à un puzzle. Tu vois, c'est tout était part et donc, enfin non, pas tout était part, mais c'est une journée. Une journée ne ressemble pas à une journée, je vais dire. Il n'y a pas de journée type en fait. Tantôt, ça va être des entretiens avec des clients, tantôt, ça va être des réunions de négociation, tantôt, ça va être des formations, tantôt, ça va être une participation aux commissions du barreau, tantôt, ça va être que je suis moi-même une formation. Donc, c'est vraiment très, très varié. Il n'y a pas une journée type. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi la richesse du métier. C'est que, en fait, comme les journées ne se ressemblent pas, c'est toujours différent et il n'y a pas de routine non plus qui s'installe. Ce qui est peut-être commun aux journées, c'est que souvent elles terminent tard. Et tu parlais d'outils, on parlait d'outils de communication. Disons qu'effectivement, si on n'est pas authentique, on n'est pas vrai, ou peut-être même pas en sécurité, ces outils, on va avoir de la peine à les utiliser dans notre quotidien. Et toi, quels sont les outils de communication que tu utilises, que tu pratiques dans la vie de tous les jours? Il y a beaucoup d'outils. Déjà, rien que, je dirais, le kit de base, comme je dis souvent, c'est l'écoute, la reformulation, le questionnement bienveillant, la régulation des émotions. Il y a énormément d'outils, mais je dirais que pour moi, l'outil le plus, après avoir fait autant de formations, je veux dire, l'outil le plus puissant, c'est la présence. Et ça m'est apparu lors d'une formation que j'ai faite à Bruxelles, où ils avaient invité Guy Oslos, qui a écrit La compétence des familles. Et il avait dit lors de la conférence, et ça m'a vraiment marqué, il expliquait les questions qu'il posait parfois aux personnes, et puis il y a quelqu'un dans l'assemblée qui lui a dit « Mais comment est-ce que vous pensez à poser ces questions ?» Parce que c'est des questions qui n'avaient rien à voir, mais qui ont suscité des réponses qui lui ont permis en fait de mettre le doigt sur des éléments extrêmement importants qui se jouaient pour ces personnes. Et alors, il a marqué un moment de réflexion, et il a dit « Mais écoutez... ne le dites à personne, mais je ne sais pas en fait comment je fais. Je n'ai pas de truc pour savoir quelles questions il faut poser. Ça me vient comme ça. » Et donc, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que ce qui visait, c'est la présence. C'est que quand on est vraiment présent et connecté à l'autre, moi, je remarque dans les entretiens, dans les médiations ou dans les réunions de droit collaboratif, il y a un moment des choses qui interviennent, qui nous viennent à l'esprit parce qu'on est présent à l'autre. Moi, je l'ai dit à ce moment-là, je dis, écoutez, voilà, je pense à quelque chose, peut-être que ça n'a rien à voir avec votre situation, mais je vous le dis parce que c'est comme vous me parlez de votre situation et souvent, ça parle aux personnes. Il y a notamment une situation de médiation qui m'a extrêmement marquée par rapport à ça. C'était la fin des médiations ou des processus de droit collaboratif. Je fais toujours une petite réunion de clôture où je remets quelque chose qui symbolise le chemin de la médiation, du droit collaboratif. Et au détour d'une médiation, qui d'ailleurs c'est vraiment des très très belles personnes, lors de la dernière séance, je leur ai remis, en fait je m'étais dit mais qu'est-ce que je vais leur remettre qui symbolise leur chemin. Et à un moment donné dans la médiation, monsieur avait dit à madame, mais tu sais en fait, même si on divorce, si tu as un problème, je serai toujours là pour toi, n'hésite vraiment pas. Et du coup, je me baladais dans une librairie, c'était la fin de l'année, et je vois un calendrier sur des déclinaisons de phares, tu vois, des phares de mer. Oui. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est vraiment... En fait, ce qu'il dit, c'est je serai toujours là, je serai toujours un phare. Et donc, j'achète du coup les 2 calendriers. Et vient la dernière séance de médiation, je leur remets et je leur dis pourquoi je leur remets. Et là, tous les 2 tombent en larmes. Et il me dit, mais enfin, c'est fou ça, comment vous savez? Mais je dis, mais comment je sais quoi? Il me dit, mais vous savez que l'image du phare, c'est l'image de notre couple. Et il n'en avait jamais parlé en médiation. C'est fou, hein. Et donc, je me dis, ben voilà, c'est en fait la présence, la connexion, oui, l'accueil. Enfin, c'était incroyable, en fait. Magnifique. C'est un magnifique témoignage. Moi, je dis toujours, il faut quitter l'autre avec amour, même si c'est une autre forme d'amour, parce que l'énergie qu'on met dans une relation qui se termine, finalement, de pouvoir quand même rester l'un pour l'autre, même parfois, qu'est-ce que c'est compliqué au début, et après d'arriver vraiment à continuer ce chemin différent, mais toujours être une ressource l'un pour l'autre.
Et je pense que les divorces ou les séparations qui ont le mieux réussi, elles ont eu il y a eu à un moment donné cette capacité de continuer à prendre l'autre en considération et pas être d'avoir lâché les armes d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait, et de pouvoir aussi refermer le livre coécrit et de pouvoir le laisser intact en fait. J'aime beaucoup cette image, c'est très beau, ouais. C'est vrai que sur le plan relationnel, il y a beaucoup de choses qui se jouent et puis parfois on est très vite dépassé par nos émotions, par la colère, et puis qu'à un moment donné, il y a tout ce travail qu'on doit faire pour arriver à lâcher ça, pour pouvoir recommencer même des fois à discuter, revenir sur des modes qui sont plus constructifs. Et on voit, pour moi qui étais avocate aussi pendant 12 ans, à quel point le système judiciaire rend difficile cette capacité en fait de continuer à vivre dans le même monde et puis avoir de l'empathie l'un pour l'autre, même si c'est plus de l'amour et même si l'histoire, comme tu dis, se termine, mais elle continue à exister quelque part. Oui, mais c'est vrai que dans le système judiciaire aussi, il n'y a pas de possibilité d'exprimer non plus ses émotions. En fait, la procédure, c'est vraiment la guerre, entre guillemets, mais nous, on utilise aussi, je veux dire, c'est un langage très guerrier, l'adversaire, la partie adverse, j'ai gagné. Finalement, les mots ont remplacé un peu les armes, et donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir un espace pour pouvoir aussi exprimer cet émotionnel, en fait. Oui. Et le fait de pouvoir ouvrir ça, je pense aussi que ça permet, parce que la colère, elle a bien de bonnes raisons d'être là, en fait. Dans le contexte d'une séparation, souvent, elle protège de l'immense tristesse que la personne ne sait pas gérer ou intégrer, en fait. Et donc, la procédure ne permet pas, justement, cette expression des émotions, sauf via, je dirais, un schéma guerrier, en fait. Combatif et guerrier. Peut gagner sur l'autre. Moi, ça me fait penser, quand j'ai commencé à travailler dans la structure que j'ai créée Alterneo avec mes colocataires, je pense qu'on les avait pas assez bien préparés du fait qu'on allait avoir des séances et que pendant ces séances, ça pouvait crier, ça pouvait être émotionnellement très, très fort. Puis un jour, il y en a un qui me dit « Ah, c'est assez rigolo parce qu'en fait, on voit les gens, ils arrivent, on dit bonjour, et, on entend crier, ça claque. Puis tout d'un coup, à la fin de la séance, ils partent, ils se serrent la main, ils disent merci beaucoup, au revoir. » Alors qu'en fait, il peut y avoir des débordements émotionnels et qui font partie en fait de ces processus nécessaires, comme tu dis, pour surmonter ces conflits et ensuite pouvoir être en capacité de rediscuter ou de rester un phare pour l'autre. Mais alors qu'au début, c'est très très compliqué de l'imaginer. Bien sûr, et c'est ça aussi qui est compliqué même pour un intervenant, c'est de pouvoir contenir aussi tout ça, en fait. Quand tu dis ça crie, etc., c'est vrai que parfois moi aussi, dans mes associés me disent « Ah oui, ça a crié », parfois ça peut faire peur aussi de se dire comment est-ce qu'on contient tout ça. Mais finalement, je pense que le fait de pouvoir exprimer des émotions, évidemment, d'une certaine manière à nouveau, et de venir ouvrir un espace dans lequel ces émotions peuvent se déposer. Et moi, je dis souvent aux personnes, voilà, on va imaginer qu'il y a une table, alors on ne va pas adresser les émotions à l'autre, on va les déposer sur la table et on va voir ce qu'elles viennent nous dire. Exactement. Ça permet de mettre la perspective. Exactement. Et de ne pas, par exemple, la colère, souvent, la tendance, c'est de l'adresser à l'autre. Donc moi, j'interviens souvent en disant, la colère, elle a vraiment toutes des bonnes raisons d'être là et on va essayer de les comprendre. Et ce que je vais vous demander, c'est qu'on va la déposer sur la table, mais on ne va pas l'envoyer à l'autre. On va la déposer sur la table et on va s'interroger ensemble sur ce qu'elle vient dire, parce que les émotions viennent nous dire des choses essentielles et si on ne les prend pas en compte, on risque de manquer un élément important à prendre en considération dans la négociation ou dans la solution à mettre en place. Ça fait vraiment le lien quand un besoin n'est pas rempli. Tout à fait. Ça génère une émotion. Voilà. On va faire un petit clin d'œil à Thomas Dostombourg. Tout à fait. Qui a bien mis ça en évidence dans ses ouvrages, dans ses formations. Tout à fait. Voilà, quand un besoin n'est pas rempli, ça génère de l'émotion et on ne doit pas l'enfuir, on ne doit pas faire comme si elle n'existait pas. C'est important de la faire émerger, même si, comme tu dis, parfois les gens sont en colère, la colère fait peur aussi, alors qu'elle est nécessaire pour passer à un autre niveau. Tout à fait, et j'invite les personnes justement à déposer sur la table et à regarder ensemble ce qu'elle vient dire. Mais ça, on sent tout de suite
un peu de tension qui redescend en fait. Et c'est le fait de justement laisser la parole à ces émotions en fait, de leur donner la parole. Et là, je reviens à l'enseignement. C'est vrai que moi, dans tout mon parcours, on m'a jamais appris à comment on fait avec des émotions fortes, alors que finalement, en tant qu'avocat, forcément, les personnes, quand elles arrivent, elles sont en conflit, elles sont en colère, aussi, elles sont tristes, avec de l'amertume, enfin, elles ont des émotions extrêmement fortes. Et en tout cas, moi, en Belgique, je n'ai jamais eu un seul cours sur la gestion des émotions ou la régulation des émotions, ce qui est quand même assez étonnant, en fait. Ouais. Alors oui, il y a eu une évolution. Moi, je forme les futurs avocats à la négociation, à la médiation, mais pour moi, on est encore loin de tout ce qu'on devrait ou on pourrait donner à ces jeunes qui se mettent sur le chemin de devenir avocats et, comme tu dis, qui vont être vite confrontés à d'émotionnels très forts, qu'eux-mêmes parfois ne sauront pas gérer parce que ça va venir résonner chez eux. Et puis, ce que moi je constate, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a un manque d'outils. En tout cas, on ne sensibilise pas suffisamment ces jeunes à qu'est-ce qu'ils vont vivre dans leur parcours professionnel. Tout à fait, et c'est difficile parce que souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est à mettre sous le tapis en fait. Mais donc du coup, comme tu le rappelais, on va passer à côté d'informations très importantes puisque tu faisais référence à Thomas d'Ansembourg. On va passer à côté d'un élément important parce que si effectivement les personnes ressentent des émotions négatives, entre guillemets négatives, parce que il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. Pour moi, toutes les émotions sont des énergies de vie et elles ont toute une fonction parce qu'elles viennent nous dire quelque chose. Mais on va passer à côté d'un élément important pour le client parce que derrière cette émotion, il y a effectivement quelque chose d'important qui n'a pas pu être exprimé ou qui ne peut pas être exprimé et qui est important pour la situation, pour le dossier en fait. Oui, et puis c'est valable dans toutes les situations de conflit. Donc je viens sur cet autre sujet, parce qu'on dit le monde relationnel, c'est très beau, je veux dire, d'être en lien. Comme tu dis, on est entouré de personnes inspirantes. Puis parfois, on rencontre des éléments beaucoup moins positifs, comme les conflits. Est-ce que tu serais d'accord de partager un conflit que tu as dû traverser et quelles ont été finalement tes ressources pour le dépasser ou pour arriver à faire que cette situation soit moins compliquée à vivre pour toi, voire le résoudre? Mais écoute, là, j'ai un point commun avec Stuart Webb, qui est celui qui a créé le droit collaboratif, en fait, parce qu'à l'occasion de la gestion d'un dossier en matière familiale, j'ai perdu l'amitié d'une consoeur. On a vraiment eu un différend à propos de ce dossier qui a été non seulement contaminé le dossier, mais aussi le point de vue relationnel et personnel. Et c'était quelqu'un que je connaissais bien depuis plusieurs années. Et ça a eu un retentissement aussi sur un groupe d'amis, donc ça a été très fort. Et ça m'a vraiment marquée parce que je me suis sentie, là, pour le coup, sans ressources en fait. Ça a été un conflit extrêmement difficile pour moi à gérer. Quand on a traversé le conflit, elle était fort en colère. Et moi, je lui dis que ma porte resterait toujours ouverte, en fait. Je pense que ça a été ma ressource. Donc, de garder le lien, en tout cas, de laisser une ouverture au lien. Voilà, de laisser une ouverture au lien. C'était ma ressource. Mais bien sûr, j'étais aussi en colère, mais surtout, j'étais très triste, en fait. C'est ça, la colère me protégeait de la tristesse, en fait. Mais je pense que la ressource que j'ai eue, c'était de me dire, en fait, cette relation, elle est importante pour moi. Donc forcément, quand elle est affectée, il y a des émotions très fortes, mais je vais laisser la porte ouverte. Et de fait, plusieurs années après, il y a quelque chose qui a pu se remettre en route, parce que notamment, donc... une des personnes concernées par la situation a fait une formation en médiation et je l'ai formée en médiation. Et quand j'ai vu qu'elle était dans les personnes présentes, là aussi, je pense qu'une des ressources, je me suis dit, en fait, tu vas être super professionnelle, en fait, tu vas faire ta formation et je dois mettre de côté ce qui s'est passé, en fait. Je donne ma formation et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai même coaché les exercices qu'elle a fait. Et petit à petit, voilà, il y a on va dire une reprise du lien, mais pas vraiment, une reconnexion. On ne peut pas dire que c'est une reprise du lien d'amitié, mais une reconnexion. Oui, parce que c'est vrai que ces liens qui se rompent comme ça, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent se reformer, ça ramène une forme de sérénité aussi, même si ce ne sera jamais comme avant. Tout à fait. Et pour moi, le conflit fait partie de la vie. Mais la force d'une relation, c'est la manière dont on peut le gérer et dont on peut le dépasser dans le respect de chacun.
Tu dis, le conflit fait partie de la vie. Puis là, je viens sur un autre sujet que j'adore, c'est le sujet des croyances. C'est vrai qu'on est dans ce monde relationnel qui est bardé de croyances. En fait, des croyances qui peuvent être porteuses, plutôt limitantes, et puis qui parfois nous empêchent en fait d'avancer, même dans nos propres projets, parce que on anticipe, on projette relationnellement que ça se fait pas, ou il faut absolument avoir tel ou tel comportement. Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as dû à un moment donné, on va dire alléger, parce que finalement une croyance, je dis toujours, on ne la met pas à la poubelle, elle reste là, c'est juste qu'on la transforme. Oui. Il y a une croyance, en tout cas, que j'ai dû, on va dire, laisser, c'est le fait de croire qu'on peut changer l'autre. Pour moi, il y avait une phrase qui résonnait toujours, il n'y a rien que l'amour ne puisse transformer. Eh bien, donc, c'est de me dire, en fait, que, non, en fait, on ne change jamais l'autre, en fait. Moi, je dis souvent, en fait, on peut transformer ce qu'il y a, ça commence par soi-même. Et qu'effectivement, l'autre, finalement, ça lui appartient. On ne peut pas mettre des attentes qu'il va y avoir un changement et qu'il faut évoluer avec soi. Et que finalement, notre zone d'influence, c'est ce qui nous appartient, c'est ce que nous, on peut changer, transformer. Et puis finalement, l'autre, peut-être qu'on va lui insuffler quelque chose, mais sans forcément être dans cette attente que l'autre change. Voilà. On ne peut faire que la moitié du chemin. Exactement. Tu vois ? Ouais. Donc, chacun a une part active. Et donc, voilà, c'est une croyance que j'ai dû, en tout cas, assouplir, qu'on pouvait faire changer. Voilà. Ouais, qu'on avait en fait une zone d'influence, qu'on avait nous-mêmes l'influence possible sur une autre personne pour le voir changer. Je ne sais pas tellement l'influence, c'est plus par rapport à des éléments qui pourraient être même problématiques pour l'autre, en fait. C'est plus ça, moi. Tu vois, c'est l'autre a un problème et on va passer du temps, etc. Mais rien ne change, en fait, parce que ça ne nous appartient pas. Voilà, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là que d'influencer l'autre. C'est plus... on ne sait rien faire à la place de l'autre. Exactement. On ne peut faire que la moitié du chemin dans une relation. Voilà, tu accueilles, tu essaies de comprendre, mais on n'a pas le pouvoir de changer l'autre ou de le faire mettre en route là où il ne le souhaite pas. Ouais, et puis souvent, moi je l'ai vu dans les accompagnements que j'ai faits, je veux qu'il arrête ou je veux qu'il change. C'est finalement porter son attention loin de soi-même, alors que finalement c'est aussi de notre responsabilité de changer. Parfois ça c'est compliqué, la responsabilité dans la relation, surtout quand on est dans des situations très conflictuelles où l'émotionnel est fort, on s'éloigne et puis on trouve un moyen de détourner son attention sur l'autre en disant finalement c'est l'autre le problème. Mais ça, c'est souvent dans les conflits. Les personnes arrivent toujours comme ça à l'autre. C'est l'autre qui est le problème parce qu'ils ont toujours le sentiment de réagir par rapport à ce que l'autre fait sans voir leur propre part active. Moi, j'utilise souvent le terme de part active. Ça, c'est par Véronique Wenderix, qui est ma formatrice en thérapie systémique. Et donc, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que elle utilise ce terme-là, la part active de chacun, parce que ça déculpabilise. Tu vois, on ne dit pas c'est la faute de l'autre ou c'est de ta faute. C'est comment chacun a apporté une part active dans la situation. Et dans la résolution de la difficulté, c'est comment chacun va apporter sa part active. J'aime beaucoup. Moi, j'utilise le mot responsabilité, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il n'y a plus cette notion qui peut être un peu jugeante de la responsabilité dans la relation. Oui, je trouve que c'est vraiment une expression qui est positive. Ça me fait penser, toi tu utilises des outils, tu as utilisé la table, on dépose la colère sur la table, on vient sur ces notions de part active. Est-ce que tu aurais un autre outil à partager que tu utilises avec tes clients dans tes accompagnements pour justement leur permettre de se réapproprier peut-être leur histoire ou de pouvoir prendre du recul justement dans ces situations qui peuvent être émotionnellement très dures, compliquées Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un outil, le fait de me faire l'allié de leur résistance. Parce que très souvent, quand les personnes doivent prendre des décisions, elles sont coupées entre plusieurs parts d'elles-mêmes. Il y a des parts qui vont dire oui, tu dois faire ça, puis une autre part qui va dire non, tu dois faire ça, peut-être même une troisième part, etc. Et je trouve que souvent, dans la vie, il y a une tendance à dire tu devrais faire ça ou ça. Mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que au plus on va inviter une personne à privilégier une part, au plus elle va défendre l'autre.
Et donc, je trouve que ça, pour moi, c'est vraiment très précieux. J'invite les personnes, justement, à me parler de leur part. Je dis, mais au fond, ce que j'entends, c'est que, comme tout le monde, en fait, quand vous devez prendre des décisions, quand vous êtes face à une interrogation, mais quelque part, il y a plusieurs parts en vous. Et peut-être qu'on va donner la parole à chacune de ces parts, parce qu'elles ont chacune quelque chose à dire, en fait. Et donc, c'est de venir vraiment interroger, de les personnifier. Mais tiens, qu'est-ce qu'elle dirait, cette part-là et qu'est-ce que vous voyez comme avantage de cette part-là et telle autre part? Parce que du coup, les personnes peuvent vraiment mener une réflexion avec toutes les parts d'elles-mêmes, en fait. Ouais, c'est intéressant, ça me fait penser à une formation que j'ai faite sur le système nerveux. En fait, on a toute cette partie, la tendance sympathique fuyant, sympathique agressif, et puis finalement, on doit conjuguer avec toutes ces différentes facettes qu'on active à certains moments, et puis finalement, ça forme un tout, des fois très bien équilibré, parfois moins. Mais comme tu dis, d'être sûr que ça résonne juste parmi ces différentes parts. Hein. Oui, et de ne pas juger ces parts, en fait. De vraiment les accueillir. Et je pense que c'est, pour moi, enfin, c'est peut-être une croyance, hein, mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que ça permet de mettre beaucoup plus les personnes en réflexion parce qu'elles ne sont pas du coup sur la défensive de l'autre part ou d'une part particulière. Toutes les parts sont OK. Et elles ont toutes quelque chose à dire et elles sont toutes là pour des bonnes raisons. C'est vrai. C'est un peu ces langages intérieurs. Moi, j'ai un ami formateur coach qui me disait, en fait, je m'ennuie jamais parce que je suis tout le temps en train de négocier avec les différentes parts de moi-même. On n'est jamais seul. Mais c'est ça, et c'est de leur donner vraiment la parole. Et ça peut être même marrant et décalant, en fait, pour les personnes. Je dis, mais tiens, si on lui donnait la parole à cette part-là, qu'est-ce qu'elle a à dire, en fait, là, maintenant? Donc, les personnes sont toujours un petit peu étonnées. Et puis, elles peuvent exprimer plus librement parce que c'est peut-être des choses auxquelles elles n'ont pas pensé, ou peut-être que tout le monde leur dit, mais non, mais ça, c'est ridicule, tu vas quand même pas faire ça. D'accueillir, en fait, cette part qui dit, ben moi, j'ai peut-être envie de faire ça, en fait. De voir ce qu'elle vient dire, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui, là maintenant, en disant ça, est-ce qu'elle est déjà venue avant ou pas, enfin voilà, c'est intéressant. Oui, puis ça permet de se détacher aussi de ce mental, hein, parce que là, du coup, on est sur des choses qui sont moins rationnalisables ou moins rationnelles, de dire, bah, tiens, il y a cette partie de moi qui est en train de crier, qu'est-ce qu'elle me dit? Et puis peut-être qu'effectivement, c'est totalement créatif, totalement out of the box. Oui. C'est peut-être ça qu'il faut écouter à un moment donné. D'écouter les différentes parts. Ouais, c'est très joli, écouter les différentes parts de soi. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te ressource? Justement, on va dans cette configuration où tu es très active, tu es sur beaucoup de fronts en même temps. Quand tu as besoin justement de prendre du temps pour toi, qu'est-ce qui t'anime? Alors, sans doute que pour le moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais je dirais que ce qui m'anime déjà, c'est justement de pouvoir exercer comme j'exerce. En fait, ça, pour moi, déjà, c'est une très grande ressource qui m'anime et qui me ressource, en fait. Parce que si je ne pouvais pas, je pense que j'aurais déjà quitté le barreau depuis longtemps. Donc, c'est déjà une grande joie, en fait, une grande gratitude de pouvoir exercer le métier comme je le souhaite, en fait. Ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes. Ce qui me ressource, c'est souvent d'être seule. Il y a des moments seuls, en fait, vraiment. Par exemple, ce matin, attendre dans l'aéroport 1 heure, ben, ça ne me dérange pas. Ça me permet de remettre toutes les choses en place, en fait. Et puis, évidemment, j'ai une super famille, donc ça me ressource énormément de faire voilà, des activités en famille. Oui. Et si tu peux partager avec nos auditeurs, auditrices, un livre, peut-être un podcast, quelqu'un que tu suis, qui te fait du bien, ce serait quel type de ressources? Mais écoute, sans conteste, un livre qui m'a marqué vraiment dans mon parcours, c'est le livre de Françoise Kourilski, Du désir au plaisir de changer. Et donc, j'ai vraiment adoré son livre, qui est d'ailleurs pluridisciplinaire et qui va à la rencontre d'un tas d'outils. Il m'a beaucoup inspirée. Et s'il y avait une personne que tu souhaiterais entendre sur les ondes de l'art de connecter, ce serait qui? Une personne très, très inspirante pour moi, c'est Sig Hirsch, qui est le pionnier justement de la thérapie systémique familiale. En tout cas, il a formé énormément de formateurs en Belgique et en France, je pensais aussi en Europe. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de formidable, surtout compte tenu de son parcours de vie. C'est l'art de connecter dans toutes ses dimensions. D'accord, et qu'on peut retrouver dans des livres qu'il a écrits. Oui, il a fait aussi, je pense qu'il y a des podcasts aussi. Alors, je ne pense plus qu'il donne des conférences, mais j'ai eu la chance d'assister
à quelques-unes de ses conférences qui étaient vraiment très, très marquantes sur son parcours de vie, sur ce qu'il a vécu mais pendant la guerre, et puis sur son parcours de professionnel, ce qu'il posait comme question à ses patients. Par exemple, il avait des tableaux dans son cabinet. Il disait, tiens, s'il y a un tableau qui vous parle aujourd'hui, ce serait lequel? Enfin voilà, il a une manière aussi de positionner les questions et de voir la vie qui est incroyable, quoi. Ouais, ça donne bien envie de s'intéresser à lui en tout cas. On arrive gentiment au terme de cet épisode. Alors déjà, un énorme merci pour tout ce que tu as partagé et tout ce que tu incarnes aujourd'hui pour moi dans cette évolution du métier de l'avocat. Et j'invite vraiment les avocats ou les futurs avocats qui nous écoutent, parce que je sais que je suis passablement suivie par des gens aussi de ma profession d'avocat, voilà, de s'inspirer, d'avoir envie de se dire qu'on peut changer, on a le droit d'être avocat, mais on a aussi le droit d'être autre chose. Oui, et de s'ouvrir aussi à ce que le droit, sans doute, a oublié. Les sciences humaines, en fait, tout simplement, c'est de rappeler que le droit fait partie des sciences humaines. Merci Merci à toi, Sandrine, en tout cas. À tout bientôt. Oui, merci. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin, prenez le temps de parcourir mon site internet, l'artdeconnecter.com, où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.